Bonjour, nous allons vous présenter donc le rapport d'intervention de la campagne géophysique qui a eu lieu à Rouen, donc au CFA Georges Lanfry. Cette campagne géophysique qui a été réalisée donc par Analyse Géophysique Conseil, par Simon Leder qui n'est pas là, mais Thomas Julot qui va se présenter après, et moi-même en supervision. Voilà. Donc c'est une commande de Nakara. La vocation de cette étude, le but de cette étude, c'est vraiment dans un premier temps visualiser les réseaux et dans un second temps voir si les capteurs que l'on a mis en place et la méthodologie qui a été mise en place à Rouen nous permet de visualiser des traces de vestiges archéologiques ou en tout cas des éléments qui ont déjà été repérés lors du sondage de l'ENRAP, lors du diagnostic de l'UNRAP, essayer de voir avec la géophysique si on ne peut pas avoir une extension, en tout cas différentes informations dans le sous-sol. Alors, c'est un peu une première pour nous, on utilise aujourd'hui un petit peu ce rapport vidéo, parce que les délais ont été vraiment très courts pour qu'on puisse vous rendre le rapport dans sa version finale et dans son intégralité. Donc on va utiliser un petit peu cet outil pour vous présenter un petit peu ce qui s'est passé, comment on a fonctionné, quels sont les résultats et quelles sont nos interprétations, soumises évidemment à caution, mais voilà, on va utiliser cet outil vidéo pour que vous puissiez suivre en direct, on va dire de manière plus pédagogique, notre étude, nos raisonnements et pour finir nos interprétations. Alors, je vais vous présenter de manière assez générale et globale, on va dire, le projet. Vous avez à l'heure actuelle là, une vue donc, du SIG, enfin une vue de Rouen, et surtout de la zone donc, du CFA. En vert, vous avez le tracé hypothétique d'une ancienne faïencerie qui a été donc repérée lors du diagnostic. Alors, je vais zoomer un peu. Donc, ça risque de ramer, voilà. Les aléas du direct. Hop, donc il y a eu donc un diagnostic, enfin une tranchée de diagnostic qui a été réalisée par l'UNRAP en 2012, si je ne dis pas de bêtises. On vérifiera ça. Qui a mis, qui a mis au jour les bases d'une cheminée, donc d'un four qui était lié à une filature, ou à une faïencerie, on ne sait pas encore exactement une filature. Voilà. Ça a été donc repéré grâce à ces deux sondages. Nous, notre but était de cartographier un peu l'ensemble du secteur, puisqu'on a quand même une problématique réseau qui est relativement importante. Alors, je vous enlève ça. Voilà. Toutes les zones en bleu ont été prospectées. On a essayé de couvrir au maximum donc le terrain, en sachant qu'il y a des obstacles. On est en milieu urbain, c'est relativement complexe de réaliser une prospection. Donc voilà, vous avez ici des photos de la visite terrain. Donc les voitures ont été sorties, mais il y a énormément d'éléments qui sont présents et qui donc empêchent de couvrir la totalité de la surface. Notamment ces merveilleuses petites sculptures. Voilà, donc vous avez différentes vues du secteur d'intervention. Voilà, je vais passer assez rapidement. Au niveau méthodologique, donc on est en urbain, en géophysique, on a plusieurs outils qui ont des domaines de compétences assez variés. Le radar est la méthode la plus adaptée pour ce qui est en urbain. Enfin, donc, à l'origine, elle a été créée pour vraiment la détection de réseaux. À l'heure actuelle, les capteurs, et notamment ceux que AGC, donc Analyse Géophysique Conseil, utilise, sont des capteurs qui sont assez intéressants dans le sens où ils ont une visibilité relativement fine du sous-sol et on tend vers le regard archéologique. Un autre élément important du radar, c'est sa faculté à déterminer des profondeurs. On a un système donc, qui nous permet de comprendre à quelle profondeur apparaissent des vestiges et à quelle profondeur ils disparaissent. Donc on a une première vision stratigraphique relative, mais ces éléments-là nous permettent aussi d'aller visualiser des éléments qui sont encore en place dans le sous-sol. Alors, on utilise, je vais essayer de trouver le principe. Je vais vous montrer juste une acquisition donc, qui a été faite en radar
sur un autre secteur. Vous voyez un petit peu le système. On a une antenne émettrice et réceptrice. Il y a plein de canaux à l'intérieur. Et donc, voilà, on a un système de positionnement qui nous permet d'associer chaque mesure à un point géoréférencé, ce qui nous permet après de reconstruire. Alors, voilà. Là, je vais parler rapidement, mais très rapidement, du principe. Donc, c'est qu'on envoie une onde électromagnétique dans le sous-sol, elle va traverser différents milieux, elle a une vitesse, une fréquence, mais elle va s'affaiblir à force de traverser, on va dire, les matériaux, et elle va rebondir sur les différents objets du sous-sol. Donc ça nous permet de reconstituer donc, des coupes. Vous avez ici ce qu'on appelle un radargramme. Donc on est en 2D, donc c'est une coupe, c'est un canal. Il se trouve que dans l'antenne que l'on utilise, il y a 7 canaux associés. Donc ça nous permet, lorsqu'on reconstruit tous les passages, on couvre le maximum de surface, ça nous permet de reconstruire des plans. L'association de ces plans, donc déjà cette étape-là est vraiment importante parce qu'elle nous permet de travailler plus facilement dans les interprétations et dans la visualisation des objets du sous-sol. Mais vu qu'on a des coupes et des plans, on va pouvoir reconstruire et visualiser en 3D les éléments du sous-sol. Voilà, vous avez un exemple d'un donjon dans le centre, la région centre. Voilà. Alors, on continue un petit peu dans la présentation, on va dire. Après, Thomas prendra le relais pour vraiment tout ce qui est analyse fine. Donc, je vous expliquer rapidement le fonctionnement du radar. On va appliquer plusieurs opérations mathématiques pour traiter donc, ce signal que l'on reçoit, pour vraiment isoler le signal des perturbations liées au sous-sol, à la machine en elle-même. Et voilà ce que ça peut donner. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc, ici, vous avez qu'une couche, une seule couche. Donc, dans ce millefeuille qui a été présenté juste avant, voilà. Ici, c'est tous les secteurs que l'on a prospectés. Donc là, on est en très très proche surface. Vous avez encore l'influence. On voit bien les formes, on voit les trous dans les données qui sont liés donc, aux sculptures, aux bancs, au système d'escalade là qui a été installé. Et puis voilà, il y a des endroits où on n'a absolument pas pu passer. Donc on a essayé de couvrir les deux secteurs, donc la partie administrative qui est ici, puis la grande cour qui est là, avec donc, différents éléments, et on a réussi à faire 2-3 passages à l'extérieur de la rotonde. Alors, ce qui est plutôt pratique avec notamment ce format de vidéo, c'est qu'on peut basculer donc sur la manipulation des données. Ce qu'on vous a dit, c'est que le radar a cet avantage, c'est qu'il nous permet donc de travailler en coupe et en plan, et de visualiser un peu en 3D. Donc là, vous avez une vue du logiciel, en tout cas que l'on utilise. Alors, comment ça marche c'est que là, vous avez un temps qui est affiché, qui est pour nous une notion de profondeur. Dans le rapport final, vous aurez les correspondances des profondeurs avec les éléments qui ont été trouvés. Voilà. Même si à l'heure actuelle on a des petites variations sur les profondeurs, ça reste quand même une notion assez intéressante, une notion stratigraphique assez intéressante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va descendre, donc c'est toujours notre millefeuille, on va descendre dans les couches. Alors si ça vous a marché, voilà, donc là je fais un premier passage comme ça, ou même l'automatiser. Voilà. Donc là, vous avez vraiment l'échographie du sous-sol. Vous avez l'échographie du sous-sol qui montre donc différentes on va dire, variations entre le noir et le blanc, puisqu'on a choisi cette couleur cette échelle de couleur qui est assez parlante pour nous parce qu'elle permet d'isoler différents éléments. Alors, je ne sais pas où. Voilà. On va zoomer, on va remonter un petit peu. Voilà. Alors, ce qui est, voilà, pour les interprétations, ce qu'on peut dire, c'est que on va surtout nous concentrer sur la forme des éléments du sous-sol. Ici, vous avez donc quelque chose qui apparaît. Je vais essayer de le faire en entier, évidemment. Voilà. Donc, tous ces traits noirs montrent une variation de matériaux entre le sous-sol et les objets.
ce qu'on va appeler plus tard, enfin, vous entendrez pas mal discuter et dire, on va parler d'anomalies. Donc bonjour, c'est Thomas Jouot, donc collègue de Gabriel Carrère. Je suis intervenu sur la mission donc, du CFA Georges Landry. Et donc je vais vous présenter les résultats assez succinctement donc, de la prospection. Alors la première étape dans l'interprétation de la prospection, ça va être d'isoler les éléments de surface qui, même si le radar arrive à s'affranchir de ces éléments, à passer outre pour avoir une vision plus claire de ce qu'il y a en profondeur, on garde toujours une petite trace de ces éléments, donc il convient de les discriminer assez rapidement pour les interprétations futures. Donc là, les éléments qui nous ont le plus perturbé en surface, ça va être donc les trottoirs qui ont été passés avec le radar. Donc en soulevant l'antenne, on génère des petits artefacts donc de mesure qu'on voit très bien ici et donc qui suivent la ligne du trottoir. Donc les deux arrondis ici qui sont relativement bien marqués. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc les sondages archéologiques qui, en perturbant en fait la nature du sol en surface, changent la propagation des ondes et donc influent directement sur le rendu à l'écran. Donc là, on voit la première tranchée qui est extrêmement bien marquée. La deuxième est beaucoup moins marquée, bizarrement, et on l'aperçoit plus facilement en profondeur. Donc à partir de 15 cm, on voit vraiment qu'elle est bien découpée donc au milieu de la cour. Les autres éléments, donc ça va être les tampons, tout ce qui est métallique. On en connaît un ici qui est relativement bien marqué, un autre ici. Donc tout ce qui est métallique, les éléments métalliques vont renvoyer les ondes avec beaucoup de violence et donc on a vraiment un contraste extrêmement marqué. Un autre élément qui est probablement un peu moins visible sur la prospection, qu'on voit mieux sur les scans, se situe de l'autre côté donc, du réfectoire avec une dalle en béton armé qui en fait coupe quasiment le signal. En fait, la grille réagit un peu comme un miroir et renvoie les trois quarts des ondes. Donc on a réussi à discriminer un ou deux éléments sous cette dalle, mais ça quand même nuit vraiment à la prospection. Voilà. Donc si on revient sur le plan, hop, voilà, ici, on va reprendre les éléments de surface. Donc voilà, la dalle en béton armé que vous avez notée à côté des évacuations de déchets. Et donc les autres éléments, donc les deux arcs de cercle ici, les sondages bien marqués. Et ici, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est donc le préau qui est juste devant l'entrée, en fait, la petite dalle en béton donc, qui a aussi rendu un signal assez fort. On va revenir sur les surfaces, ce sera plus clair. Voilà. Donc après avoir discriminé les éléments de surface, les autres éléments relativement importants de la prospection et qui impactent vraiment les données, c'est les réseaux. Donc là aussi, ils ont une nature souvent métallique, ou alors ils ont du vide, et donc ça génère vraiment un contraste assez important. Donc les réseaux vont apparaître sous forme de traits, pareil, toujours en noir, sur les données. Donc là on en voit un qui est relativement marqué avec un retour ici. On peut en voir un autre donc ici, relativement bien marqué. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'on a aussi la tranchée de mise en place. Donc voilà, qui recoupe d'autres éléments, donc on parlera un peu plus tard. Et donc cette tranchée coupe ces éléments et donc apparaît comme ce qu'on appelle une anomalie plutôt atténuée, donc avec une absence de signal. Voilà, à contrario du réseau en lui-même qui apparaît en noir. Donc toute une série d'éléments et de réseaux sont visibles sur les cartes. Donc là je pourrais tous vous les montrer sur les cartes, il y en a d'autres ici. Là, sur le bloc 3D, je pense qu'on va directement repasser sur le SIG où je vais pouvoir récapituler ça plus facilement. Je vais enlever les éléments de surface déjà. Voilà, et donc les réseaux en bleu, ça c'est ceux qui sont avérés, donc qui sont ou extrêmement bien marqués qu'on a pu suivre, ou alors que j'ai pu discriminer à l'aide du plan de réseau qui nous a été fourni, et donc qui est juste en dessous. Voilà, donc là on a le plan de réseau fourni.
avec les réseaux électriques et les réseaux d'évacuation d'eau pluviale. Donc on voit que dans la majorité des cas, on arrive à resituer relativement précisément les réseaux. Donc on superpose bien le plan avec les, euh, les mesures. Toutefois, on a quelques problèmes de positionnement avec surtout ce qu'on va appeler les réseaux notés à créer, où en fait on a vraiment des grandes différences. Donc là par exemple, on voit bien que le réseau il a même pas du tout la même direction, donc on a vraiment un contraste entre le plan et ce que nous on a pu mesurer sur le terrain. Donc voilà, je ne sais pas quelle est la fiabilité du plan et voilà. Donc voilà l'ensemble des réseaux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en avait sur la parcelle au nord, à l'est plutôt, pardon. Au nord, au centre, donc évacuation d'eau ici, évacuation d'eau ici aussi, qui sont assez bien marqués. Réseau électrique plutôt par ici, il me semble, ici aussi, et ici. À côté de ces réseaux, donc j'ai des suspicions de réseau, donc c'est des éléments qui vont avoir un signal qui ressemble à du réseau, mais donc j'ai pas pu trouver de traces sur les plans ou qui semblent un peu perturbants de par leur plan ou de par leur direction. Donc comme celui-ci, qui s'interrompt assez brutalement. Donc, est-ce que c'est vraiment un réseau? Est-ce qu'on l'a perdu en cours de route? Ou est-ce que c'est un artefact de mesure ou un autre élément qu'on n'a pas pu discriminer? Également ici, sur la partie est, où on a un autre ensemble de lignation relativement bien marqué, qu'on arrive bien à suivre, sur une faible épaisseur pareil, donc qui fait vraiment penser à du réseau, mais dont on n'a aucune trace sur les plans. Donc après avoir vu les éléments les plus faciles à discriminer, on va s'attaquer aux éléments les plus atypiques. Donc un des plus marquants, ça va être, si on repart de la surface, en descendant on s'aperçoit des réflecteurs donc en noir, très marqués, qui ont tendance à se déplacer tout doucement avec la profondeur. Donc ça en fait ça doit être un niveau de sol, ça peut correspondre à un plan en fait. Donc vu que nous on a fait des tranches à profondeur constante, si le plan est un petit peu incliné, ça dessine ce genre de motif. Euh, donc là, on a très probablement un niveau de sol ou un niveau de remblai. À la lecture du rapport du diagnostic, il serait plus facile de le mettre en relation avec le béton à mâche fer. Donc le mâche fer, c'est avec plein d'éléments donc riches en scories, et donc ça peut avoir un retour de signal assez important sur le radar. C'est ce qui paraît le plus probable, surtout que le mâche fer est directement positionné sur les vestiges. Et donc, ça pourrait expliquer certaines formes que prend ce plan sur l'ensemble de la surface. On retrouve des directions qui sont des angles un peu bizarres, avec des directions qui rappellent très fortement les éléments mis en évidence lors du diagnostic, donc notamment sur la tranchée 2. Donc on va retourner sur le SIG pour mettre tout cela en évidence. Donc voilà, si on zoome donc sur la zone de la cour, qu'on rajoute le plan de l'INRAP, on s'aperçoit qu'il y a des directions relativement marquées donc sur les murs, à angle droit. Et ces directions, en fait, on les retrouve sur le plan ou sur au moins sur l'interface de remblai que j'ai essayé de mettre en évidence. Donc c'est des éléments qu'on va retrouver. On a beaucoup de mal à mettre un plan, à dessiner un plan. Toutefois, c'est des éléments qui ressortent assez facilement sur pas mal de profondeur, et donc on pressent qu'il y a quelque chose, mais en fait c'est vraiment masqué par le signal du mâche fer qui masque vraiment l'ensemble des éléments sous-jacents. D'ailleurs, on sait, on arrive à identifier des profondeurs sur lesquelles le mâche fer influence vraiment les données. On le verra plus tard, après en descendant un peu plus profond. Mais c'est vrai que ce phénomène d'ondulation est caractérisé sur une épaisseur assez, qu'on arrive à définir assez simplement. Voilà, comme le dit Gabriel, c'est vrai que ces éléments, les profondeurs se rapprochent par rapport aux profondeurs révélées par l'INRAP. Et en même temps, dès qu'on a passé ce niveau de mâche fer et quelques dizaines de centimètres en dessous, en fait, on retrouve un signal relativement cohérent. Donc c'est vraiment le mâche fer qui va brouter les éléments qui sont probablement associés à la filature.
Voilà, et donc pour essayer de mettre en image tout ceci, voilà, donc si on reprend les images qui sont dans le rapport de l'INRAP, on voit bien en fait la couche de mâchoire. Donc si on porte notre attention maintenant sur la partie nord, donc celle qui correspond à la petite cour devant l'entrée du CFA, donc de l'autre côté du mur d'escalade, et qu'on repart de la surface, donc les premières couches nous montrent des petites variations qu'on a pu observer mais au sud, mais de plus faible intensité, donc qui correspondent certainement à des niveaux de remblai en relation avec la mise en place du bitume. En descendant donc plus bas, les premières anomalies, enfin réflecteurs très marqués apparaissent ici. Donc ce réflecteur est d'assez forte intensité. Alors, il est peut-être à mettre en relation avec un effondrement du bitume, donc on peut observer de visu sur le site, et qui serait peut-être à mettre en lien avec un dégât des eaux ou quelque chose, peut-être une décompression des sols relative à un dégât des eaux. Là, c'est ce qui paraît le plus sûr, compte tenu de la profondeur de cette anomalie. Si on descend un peu plus en profondeur, donc aux alentours de 40 cm, on voit apparaître ce grand réflecteur, donc, qui est dans l'axe de l'entrée et de l'allée, et qui donne directement sur la porte du CFA. Là, on serait peut-être sur justement un ancien état d'allée qui serait antérieur à la mise en place des bitumes. Plus profondément, on va commencer à avoir des choses un peu plus intéressantes et bizarres, on va dire. On va commencer à avoir donc ce niveau qu'on pourrait traduire par un niveau un peu plus bruité. Donc on voit bien que les alternances noir-blanche sont plus marquées, c'est un peu plus piqueté. Et ça pourrait être lié à du remblai, un remblai assez grossier, avec des blocs peut-être des symétriques. Et qui est coupé donc sur sa partie sud par une anomalie, donc on va dire atténuée, donc avec une absence de signal. Donc ça peut être lié soit à un sol très très homogène avec un grain assez fin, ou à une anomalie donc atténuée, un dépôt d'argile qui va atténuer le signal. Donc on serait plus sur un système que j'ai envie de dire un peu fossoyé, peut-être quelque chose qui a été creusé donc dans ce niveau de remblai, parce qu'on voit que quand on descend, en fait, le niveau de remblai finalement reprend l'ensemble de la surface. Alors, en descendant encore à peu près à cette profondeur, en descendant un tout petit peu, on va s'apercevoir qu'il y a des anomalies donc linéaires qui ressemblent un petit peu à ce qu'on avait essayé de mettre en évidence dans la partie sud, et qui reprennent un peu les mêmes orientations que la filature. C'est un peu délicat parce que ces anomalies on les retrouve que ici, on les retrouve pas plus au sud ou un peu plus à l'est. Alors est-ce que c'est un meilleur état de conservation, ou est-ce que c'est des réflecteurs qui sont liés à des objets plus modernes dans le sol? Ça c'est un peu difficile à dire comme ça, mais c'est des anomalies qui sont quand même à garder en vue. Voilà, quand on descend après, on va arriver donc sur les niveaux de réseau donc, qui ont déjà été mis en évidence. Et sur une anomalie, donc peut-être l'anomalie la plus intense de la prospection, qui se situe vraiment dans le coin au nord, dans le coin des bâtiments donc au niveau de l'entrée, qui correspondent à un réflecteur qui peut faire penser à du métal. Le renvoi du signal est vraiment très très fort à cet endroit, et on voit qu'il s'étend qui devient de plus en plus grand avec la profondeur, donc c'est quelque chose qui a une forme un peu oblongue, une sorte de, on pourrait dire presque de voûte, même si j'ai pas trop envie d'utiliser le mot. Voilà. C'est un peu dur de donner une interprétation de ce genre d'anomalie. C'est probablement du moderne parce que les couches ont l'air perforées quand on voit sur les scans, ont l'air perforées au-dessus, donc il y aurait une mise en place plus tardive, mais c'est un peu dur. On a retrouvé des signaux un peu identiques sur d'anciennes chaufferies qui avaient été murées, mais bon, je n'aurais pas aller jusque là. Si on reprend donc sur cette profondeur, donc sur cette tranche de 40-80 cm,
et qu'on reprend le reste de l'ensemble du projet, donc que ce soit autour du réfectoire ou sur les deux parkings à l'est. On voit que c'est des zones où on est relativement sur des sols relativement homogènes, avec peu de grosses anomalies comme on a pu les voir sur la partie nord et sur la partie sud, donc à part la mise en place donc des réseaux dont on a déjà parlé précédemment. Nous allons commencer par nous intéresser sur la partie centrale, qui présente les structures les plus claires. Alors la première qu'on identifie assez facilement, c'est cette linéation, donc qui apparaît en noir, et qui fait une trentaine de mètres de long, donc qui traverse vraiment la parcelle. On trouve une anomalie parallèle, donc là qui n'est pas vraiment visible, qui est plus claire quand on joue avec la profondeur. Et donc cette linéation parallèle à la première est située à 14 mètres plus à l'ouest. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'au centre, donc à équidistance des deux, à 7 mètres exactement, on a une série d'anomalies circulaires, espacées régulièrement tous les 5 mètres. Voilà, ça forme un ensemble cohérent, donc on peut supposer sans trop de risque, je pense, que ça appartient à la même structure. Et ça pourrait être donc deux murs qui encadrent une série de piliers une série de piliers qui peut soutenir une charpente ou autre. D'autres structures de ce type, on va dire les lignations, sont visibles un peu plus à l'est. Donc voilà, pareil, il faut jouer un peu avec la profondeur parce qu'elles sont difficiles à détecter, mais celle-ci, voilà, donc là où c'est un peu compliqué sur cette anomalie en particulier, donc celle qui est à l'ouest, c'est qu'elle reprend en partie le tracé d'un réseau. Donc au début on a eu du mal à l'interpréter, mais en étudiant les scans de façon plus poussée, on s'aperçoit qu'on a vraiment une superposition de deux structures différentes avec une réponse différente. Donc là, même si ça superpose le réseau, on est sûr qu'on a un autre mur. Donc en plus qui est parallèle au premier, qui est aussi situé à 14 mètres du mur central, et donc lui qui remonte un peu plus au nord. On perd le nord du mur est parce qu'on est sous les bancs, donc on n'a pas pu prospecter cette zone. On a une autre structure à peu près du même type ici, donc une lignation, pareil, parallèle aux premières. On a peut-être un début de retour ici, donc qui pourrait avoir un mur qui clôture au nord. On le retrouve un petit peu à une autre profondeur, en remontant, voilà. Donc on a vraiment un mur perpendiculaire qui vient clôturer le côté nord. Le côté sud, on a un autre mur, mais alors lui, bizarrement, qui est beaucoup plus profond, qu'on retrouve là. Voilà, donc et qui clôture la partie sud. Une petite aparté pour parler de lignation blanche là qui apparaissent en profondeur. Comme je vous l'ai dit, on perd beaucoup de signal, donc on est obligé d'augmenter le gain sur le signal, on est obligé d'augmenter la puissance du signal artificiellement, et donc on a tendance à créer des artefacts de mesure qui n'ont absolument rien à voir avec le terrain et qui sont dus à la machine. Et les lignations blanches, on voit bien, sont parallèles à nos sens de passage, en sont un bon exemple. Donc pour revenir sur nos structures, on a vraiment un quadrilatère régulier formé donc par deux murs nord-sud, est-ouest, avec un découpage interne et peut-être la présence de piliers. Les structures à l'extérieur de ce quadrilatère pourraient aussi lui appartenir, mais on perd les relations entre les deux en fait. Donc si on revient sur le SIG pour montrer plus clairement tout ceci, donc on va décocher, hop. Voilà, donc ça c'est les structures qui sont tracées. Si je rajoute les petites anomalies, voilà. Et là où ça devient intéressant, c'est que si on superpose donc, les structures mises en évidence avec le plan de la faïencerie donc plus ancienne que la filature, on retrouve des structures qui sont relativement cohérentes. On a les mêmes orientations, on a à peu près les mêmes distances entre les murs, on a les mêmes angles, on a des mêmes retours de murs, donc on peut, je pense, supposer sans trop de risques
donc les linéations qui sont en profondeur aux alentours d'1 mètre, entre 90 et 1,50 m pour les plus profondes, correspondent aux vestiges de la filature. Donc si on se penche maintenant plus particulièrement sur la partie nord, donc celle-ci, à peu près aux mêmes profondeurs donc, que la couche de béton, donc là on est en surface. En descendant, on va s'apercevoir assez rapidement qu'on a aussi un très léger niveau de sol, mais qui doit être plutôt moderne, qui doit être mise en place qui doit être contemporain de la mise en place du bitume. En descendant très légèrement, donc on voit ces effets de vaguelettes. Et les premières anomalies qu'on va voir relativement marquées donc, vont vraiment se situer dans ce secteur avec des réflecteurs très marqués, mais qui sont peut-être dus aussi à une décompression des sols. On voit bien à cet endroit-là qu'il y a un léger effondrement du bitume. Donc il faut faire très attention avec cette anomalie qui peut être vraiment très moderne et peut-être liée justement plutôt à un dégât des eaux. Voilà, donc en descendant, la première anomalie assez marquée qu'on peut vraiment définir, ça va être celle-ci. Donc qui est vraiment dans l'axe de l'entrée du CFA et qui va vers l'allée justement et vers le portail. Donc on peut imaginer que c'est un ancien niveau de sol aussi, peut-être plus ancien que la mise en place du bitume justement et qui correspond à une ancienne allée ou quelque chose dans ce style. Plus profondément, on va arriver sur des choses un peu plus particulières et un peu plus, on va dire, bizarres. Donc on voit encore qu'on a vraiment des alternances noir-blanc très marquées, avec ici un réflecteur noir très marqué, difficilement interprétable que ce soit par son orientation. Tout de suite au nord on a une anomalie donc blanche qu'on appelait atténuée et qui pourrait plutôt correspondre donc à une absence de signal ou une absorption du signal, qui traduit plutôt, j'ai envie de dire, des objets fossoyés, donc comme ce qui a pu être trouvé lors du diagnostic archéologique. Et tout au nord, on a une zone très délimitée, donc très droite, avec, si je peux me permettre de parler de texture, on voit que la texture de la carte n'est pas pareille, c'est un peu plus granuleux que ce qu'on a pu voir par exemple sur le niveau de béton au sud. Et donc ça peut correspondre à un niveau de remblai un peu grossier, avec des objets, on va dire, des symétriques qui ont été tassés pour servir de couche de forme finalement. Voilà, donc là c'est une zone relativement perturbée où il y a vraiment une alternance de couches. Finalement celle qui pose le plus d'interrogations, c'est plus cet objet fossoyé qui correspond à aucune mise en place de réseau comme on a pu le voir sur la partie sud, et qui disparaît assez vite d'ailleurs au profit de la zone de remblai qui a l'air de couvrir le bas de ce fossé. Et donc si on descend encore, on se retrouve donc sur le niveau des réseaux qu'on aperçoit ici, qui sont relativement bien marqués aussi. Et alors là, une anomalie de très très forte intensité qui correspond probablement plus à du moderne parce qu'on voit qu'au-dessus les couches que j'ai mentionnées avant ont été perforées. Donc qui est normalement plus récent que ces couches-là. C'est un objet de très très forte intensité. Moi ça me fait penser plutôt à quelque chose de métallique ou voilà, avec un fort renvoi du signal, qui est quand même relativement large parce qu'on le voit sur 2 ou 3 scans, donc on est sur du 2-3 mètres de large pour 5-6 mètres de long, et qui donne donc en direction de l'entrée du CFA. Là j'ai pas beaucoup d'interprétation. Alors est-ce que c'est lié au réseau qui passe à côté? La question reste posée. Là malheureusement il conviendra je pense de faire attention si un jour il y a des travaux dans cette zone. Donc pour essayer de synthétiser, on va avoir en surface donc tout ce qui a gêné la prospection, c'est-à-dire les trottoirs et les blocs de béton armé avec les différents types de surfaces, donc béton et les trottoirs. Sous ces trottoirs et sous ces états de sol, on va avoir donc les réseaux, donc avérés car ils ont été vus sur un plan où on est sûr du signal, ou les anomalies plus problématiques, donc qui font penser à du réseau mais qui demandent à être vérifiées. Donc on n'a aucune trace sur les plans.
parallèlement à ces réseaux, donc entre 40 et 80 cm, on va avoir donc des anomalies qu'on peut associer à du bâti et qui donc sont perpendiculaires aux éléments mis en évidence par l'INRAP aux alentours de 40 à 60 cm. Et sous donc ce premier état de bâti, on va dire, on va avoir un deuxième état de mur, donc là où le signal correspond vraiment à du mur, donc beaucoup plus profond, qui peut apparaître jusqu'à 2 mètres pour certains éléments, notamment au sud. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que ces éléments donc noirs, notamment ceux qui sont orientés nord-sud, sont mis en évidence donc d'une première part par les sondages de l'INRAP, qui les reconnaissent comme des maçonneries en calcaire. Donc on a bien le mur est et le mur ouest de cet ensemble, qui était l'ensemble avec les piliers justement. Et on les voit également, donc si on charge la photo de 1946, on les retrouvait bien presque en élévation à cette date. Ce qu'il faut voir, c'est que comme ils apparaissent beaucoup plus profonds, on pourrait se poser la question de savoir si le GPR a bien su reconnaître les profondeurs. Comme la couche de béton mâche fer a bien été ciblée à la bonne profondeur, on peut envisager que les profondeurs GPR sont bonnes. On aurait donc plusieurs états de construction. Le premier pourrait correspondre donc à la faïencerie, qui serait reprise plus tard et découpée en lots, ce qui pourrait expliquer les éléments donc, supérieurs que j'avais pointés en vert donc, sur la carte ici et ici, et donc qui correspondrait à la reprise des murs de la faïencerie qui finalement resterait en état jusqu'à 1946, donc jusqu'à la destruction complète du site. En conclusion, l'étude historique couplée à l'étude GPR permet de dire que les éléments qui ont été mis en avant donc, par l'étude géophysique correspondent principalement aux éléments de la faïencerie, probablement plus les fondations, et que les éléments plus tardifs donc liés aux filatures semblent fortement rasés. Pour finir donc la présentation, on va vous montrer un petit peu les différentes possibilités qu'il existe de représentation, et notamment de représentation 3D, et qui nous permet d'aller un peu plus loin sur, par exemple, les questions de conservation des vestiges. Donc là, ici, vous avez une vue, on va dire, qui correspond au niveau de sol, en tout cas au niveau des destructions des filatures. Voilà, on va essayer donc de visualiser, d'imager un petit peu en 3D ce qui donc, est conservé. Donc c'est le niveau de sol qui a été profondément remblayé par du mâche fer et que l'on retrouve facilement donc, dans le sondage de l'INRAP. Donc il existe plusieurs moyens. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle les iso-valeurs. On va en fait cartographier en fonction des intensités l'épaisseur des murs conservés. Donc là, on est sur les niveaux qui sont occupés par le mâche fer. Par les structures donc remblayées. Donc voilà, on n'a pas forcément d'organisation, on est sur des milieux qui sont relativement complexes, donc pas mal de destruction et de niveau de sol. On va ensuite descendre un petit peu. On va descendre un petit peu pour aller plus sur les structures. Donc les structures, ou en tout cas les fondations de la faïencerie qui apparaissent ici. Vous avez vu, Thomas vous l'a expliqué. On va essayer de voir donc ce que cela donne en iso-valeur là aussi. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Donc voilà, elles sont plus profondes, mais on retrouve ici les structures. Là par exemple, elles sont peu marquées. On peut descendre encore. Là, normalement, ça devrait être. Donc voilà, ça c'est vraiment le plan qui reste sur les profondeurs les plus importantes, donc qui correspondent aux fondations de la faïencerie. Alors, une autre possibilité fournie par donc, le principe même du radar, c'est la visualisation donc en 3D, ce qu'on appelle le Z solide, donc qui est une fonction, et qui nous permet de reconstruire donc directement en 3D, en bloc 3D, voilà, tous les volumes
du dossier. Donc ça nous permet en fait de suivre à la fois en coupe et en plan les structures repérées. Voilà, donc ici on voit donc vraiment la présence de, là c'est un réseau, mais on peut donc comprendre un peu mieux et directement dans une vue 3D quels sont les vestiges enfouis. Alors ce que l'on peut faire, pour finir, excusez-moi, ce que l'on peut faire aussi pour vraiment pouvoir comprendre et discriminer le type d'anomalie à rencontrer, c'est associer un plan avec une coupe et vérifier en fait le croisement de ces derniers pour mieux comprendre le type de signal associé et donc la nature même des vestiges rencontrés. Donc là par exemple, si je charge, ça ne marche pas, voilà. Donc par exemple, on peut vraiment comprendre le type de signal et à une hauteur particulière et suivre l'évolution un petit peu des structures et la nature même des structures sur différents poids. Donc merci de nous avoir suivis pour ce rapport vidéo, donc ce nouveau format de rapport qui nous a permis de présenter l'opération géophysique sur le CFA Languerie de Rouen, de vous présenter rapidement le principe du radar et la méthodologie qui a été mise en place, les différentes interprétations et les rendus donc, du radar. Donc voilà, la géophysique a permis de retrouver les niveaux détruits qui correspondent au dernier état des filatures, donc remblayés par ce fameux mâche fer qui crée cette ondulation que vous avez pu observer sur les différents radargrammes présentés, et ensuite sur les structures, donc les fondations plus profondes qui sont encore en place sur plus de 40 cm de la faïencerie. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Donc le radar a relativement bien fonctionné puisqu'il nous a permis de restituer l'épaisseur de destruction donc qui correspond au niveau de la filature et les choses qui sont encore en place, en tout cas les vestiges de murs qui sont encore en place de la faïencerie. Voilà, on vous remercie.